Voilà. Bon après-midi. Nous avons ce soir avec nous Emmanuel Lemort. Bonjour. Bonjour. Qui est, je pense, est-ce qu'on peut te donner une qualification ou bien tu fais beaucoup de choses? Voilà, comme beaucoup de gens à San Francisco, je fais pas mal de choses, mais on va dire que je suis en grande majeure partie dessinateur de site internet ou développeur Développeur. oui, de site internet. Et tu as appris ça en France, je suppose? Ah non, pas du tout. Comme je suis parti de la France à l'âge de 13 ans, je suis venu avec mes parents sur la côte Ici? Est. Sur la côte Est. Sur la côte Est. Ouais, on était supposé arriver à San Diego, on a atterri à Allentown, donc c'est pas exactement pareil. D'accord. Et donc, non, j'ai fait mes études à l'université de Michigan, dans le fin fond du Michigan, au bien au froid. Et j'ai commencé en astrophysique et j'ai déterminé que je n'aimais pas trop l'astrophysique. Moi, j'aimais beaucoup l'astronomie, mais pas trop la physique théorique, Mhm. ce qui pour un astrophysicien est un petit problème. Et donc j'ai cherché autre chose. Et tu as décidé de faire un peu d'internet? Non, à ce moment-là, l'Internet n'existait pas. J'ai fait, c'était un bout de temps de ça, j'ai commencé dans l'informatique. Alors, donc, depuis 20 ans, je fais du consulting informatique, donc les C'est réseaux, la vrai? sécurité, un truc comme ça. Mais honnêtement, au bout d'un certain moment, c'est un peu, on s'en lasse un peu, c'est un peu la même chose tous les jours, c'est très similaire. Donc, et comme j'ai un côté très créatif, j'ai toujours cherché comment faire quelque chose de créatif. Et quand j'ai vu que l'Internet commençait à monter sur le petit nez, le petit bout de son nez, je me suis dit, oh, mais ça va faire quelque chose de gros. Je sais pas à quelle taille, mais ça va devenir quelque chose. Et donc j'ai commencé à essayer d'apprendre ce que c'était que la programmation de site Internet. Le début, c'était pas particulièrement très beau, mais bon, on commence par le début, hein. Et ça fait depuis, on va dire, depuis 2005 que vraiment je fais des sites respectables. D'accord. Depuis 2005, ça fait donc 8 ans, 8 ans. un peu plus. Depuis 8 ans, donc c'est ta profession à plein temps, Oui, on quand peut je dis... dire, Oui, on peut dire. Je suis aussi vice-président d'une boîte de de vente. sécurité. Non, 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 pas du tout. J'ai démarré, alors en 2001, j'ai démarré une société d'hébergement de sites internet. Parce que, Oui. justement, quand on crée des sites internet, ben, on est confronté, on va dire, avec certaines choses comme certaines grandes marques qui sont pas très chères, mais qui qui n'en valent pas grand-chose non plus. Ouais. Et quand on veut que nos clients potentiels ou même clients soient bien, bien hébergés, ben, il y a deux choix. Où on trouve quelqu'un qui fait le travail pour nous, ou on crée sa propre solution. D'accord. Et donc j'ai créé ma propre solution, ça fait 11 ans qu'on est en fonctionnement. Ce qui est Tu as intéressant, ta propre boîte. oui, oui, sur la côte Est, j'ai un partenaire. Et ce qui était marrant, c'est que une société d'hébergement typique a 6 à 7 heures d'interruption par an. En 11 ans, on a 4h57 minutes d'interruption. Donc c'est pas exactement la même échelle, même ordre d'or. Là, j'arrive plus à parler. Non, non, d'interruption de quoi tu veux Bah, dire? de service, par exemple, quand vous allez sur un site et que ça répond pas ou qu'il y a une erreur. C'est qu'il est en mise à jour. Oui, mais c'est pas vraiment une mise à jour de la personne qui a créé le site. Ça peut très bien et très souvent, c'est la société d'hébergement qui a un petit problème. Ben, moi j'ai eu ce problème justement. Ma société d'hébergement, tout d'un coup, j'ai ouvert mon site, il avait disparu parce que j'avais donné mon mot de passe à quelqu'un et le site a disparu. Alors ça peut être tout simplement parce que vous avez été hacked. Voilà, c'est ça. Oui. Alors ça, bien sûr, dans les trucs, à ce domaine-là, dans ce domaine-là, j'ai pas mal d'expérience parce que j'aide les gens à unhacker leur site, si on peut dire ça comme ça. Voilà, de protéger le site. Oui, mais même de revenir en arrière quand leur site a été Hacked. compromis, de revenir D'avoir en arrière. d'avoir le backup. Oui, disons que Un c'est peu de plus. reconstruire, on va dire. C'est un peu plus. Ouais, c'est un Ok. peu plus que ça. Ok. Et donc, mais la sécurité, c'est ahurissant. C'est ahurissant et c'est vraiment effrayant ce qui Mhm. peut se passer. Parce que tout le monde a la réaction de dire ah, bah, ça va pas se passer à moi. Qui va attaquer mon petit site? Mais le problème, c'est que les gens réalisent pas que les gens qui font ça ne le font pas généralement pour attaquer le site en question. Ils le font pour prendre contrôle d'un système pour pouvoir faire d'autres choses avec.
Ah, ils veulent copier le site. Non, pas obligatoirement. Ça peut être du style, par exemple, compromettre votre système, ajouter deux trois fichiers qui ont l'air comme ça tout à fait pas gênants. Et en vérité, ces deux ou trois fichiers, et ben, ça leur permet d'être une espèce de balle de ping-pong quand ils veulent attaquer un autre site. Donc quand il y a des recherches qui sont faites d'où vient cette attaque, Ah, eh ben, c'est votre site qui devient le grand méchant alors qu'il n'a rien fait du tout. Mais et il faut revenir en arrière plusieurs fois. Quand vous regardez les films sur la télévision où il y a des passages sur le hacking, on voit toujours des espèces de, de tracés d'IP. de ouf. Ben, c'est ça. Quelqu'un a compromis un endroit, un autre endroit, un autre endroit, un autre endroit. Et donc c'est Ben pour moi, ça. ce que j'ai fait en réponse à ce hacking, j'ai changé d'hébergement. Oui, c'est une réponse assez courante à ce genre de problème. C'est pas obligatoirement la bonne réaction non plus. Euh, la majorité des gens ont des mots de passe qui sont absolument Trop facile. beaucoup trop faciles. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, avec la puissance que nous avons au niveau informatique, que ce soit des réseaux ou de l'internet avec le cloud, il faut vraiment, si on veut vraiment se protéger, il faut un minimum de 13 caractères à son mot de Sur le passe. mot de passe? Oui, et il faut Ah, qu'il y ait des chiffres, des lettres minuscules, des lettres majuscules et un symbole. Et en d'accord. plus que ce ne soit pas des mots qu'on trouve dans le dictionnaire facilement. Donc par exemple, si on se servait de French American TV comme exemple, on pourrait mettre petit f, grand R, un 3 à la place d'un E, parce que quand Hmm. tu le regardes, on arrive encore à comprendre que c'est French. Ah, Euh, et ça va pas, on va pas trouver ça dans un dictionnaire. Euh, Après, entre French et American, on peut mettre un symbole, et à la fin, on met un chiffre. ah, d'accord. Donc un truc comme ça, c'est pas facile du tout, ça À prend... trouver. Oui, Moi, je mets surtout des mots français, mais c'est des bah mots oui, mais courants. un dictionnaire français, ça existe aussi facilement à trouver qu'un dictionnaire américain. D'accord. Mais Donc, j'utilise des mots très, très courants. oui, mais c'est pas une bonne idée. Bon, si on ajoute des chiffres et des symboles et des majuscules, minuscules, ça aide. Mais il faut un minimum. De toute façon, c'est simple. Un mot de passe de 5 caractères, même compliqué, ça prend moins de 10 minutes, même moins de 3 minutes à casser. Et ça monte, la complexité et le temps montent de façon exponentielle. Donc, 5 chiffres, 3 4 5 minutes selon la Mhm. puissance de l'ordinateur informatique. 6 caractères, ça passe à plusieurs heures. 7 caractères, ça va passer à quelques semaines. Mhm. 8 caractères, quelques mois. Et le but, c'est pas de créer un mot de passe super super long que personne ne peut casser. Ça Mhm. sert à rien. Mhm. C'est une perte de temps aux journaliers pour le taper à chaque fois. Mais ce qui est important, c'est de regarder quelle est la valeur de l'information que je veux cacher derrière ce mot de passe. Alors on va imaginer par exemple que c'est un compte bancaire. Donc la valeur de cette information est temporaire puisque l'argent qu'il y a dans le compte, bah, il va changer à tout moment. Mhm. Donc il faut se dire que on va changer d'exemple. On va dire par exemple je sais pas moi, des dossiers qui montrent combien vous avez gagné pour l'IRS, par exemple, le fisc. Bah, cette information, dans 15 ans, n'a plus aucune valeur. Ok. On est d'accord. Puisque aux États-Unis, ils disent que vous devez garder vos documents 7 ans. Après, ils vous laissent tranquille. Donc, tant que vous avez un mot de passe qui n'est pas cassable dans les 10 à 15 ans, ben, ça On le suffit. laisse le même? Voilà, ça suffit. De temps en temps, bien sûr, le changer, c'est toujours une bonne idée. Oui, sur Salesforce, ils nous forcent à changer tous les mois. Oui, oui. Ce qui n'est pas obligatoirement mieux parce que comme ça dépend, s'ils mettent des règles En place. en place du style minimum de 8 caractères, symboles, lettres majuscules, minuscules et, et, euh, et chiffres, Mhm. c'est une bonne méthode. Tous les mois, c'est un peu quand même, j'aurais pas juste à dire abusé, mais c'est un peu gênant pour tous les Pour utilisateurs. protéger tes bases de données. Oui, mais bon, C'est un peu trop. c'est un peu overkill. Comme ils disent ici, c'est un peu overkill. Ah, d'accord, d'accord. C'est un bon mot, ça, overkill. Enfin, on va d'abord parler un peu de toi. Alors, qui est Emmanuel? Tu es né en France, tu dis? Je suis né à Chambéry, en Savoie. En Savoie. Mhm. C'est sympa, ça. Ça devait être une très belle enfance. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, comme beaucoup de gens en France, du moins à la période où j'étais né, d'avoir la possibilité, qui est beaucoup moins facile à avoir
qu'ici de faire plein de choses. Ouais. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du ballet, j'ai joué du violon depuis l'âge de 5 ans. Plein d'activités. Voilà. Et c'était abordable avec une famille qui avait une entrée d'argent. Quand on est arrivé en Pennsylvanie, bah alors là, C'est très cher. c'est tout très cher. L'équitation, un des hauts lieux d'équitation américaine se trouve en Pennsylvanie, donc les prix étaient super élevés. 120 dollars de l'heure. C'était que pour la haute classe. Voilà, 120 dollars de l'heure dans les années 80. Ça doit être 300 maintenant ou plus. Oui, on peut imaginer. Faire de la danse classique, ben, il fallait minimum aller à Philadelphie et vraiment, pour vraiment faire quelque chose de bien à New York, c'était à 2h30 de voiture. Ah bon. Donc c'est quand même pas facile. Donc tu as laissé tomber tout ça petit à petit? Ben, quand je suis obligé. arrivé aux États-Unis, mes parents m'ont dit c'est pas qu'on veut pas, mais il faut choisir un. Il faut que tu en choisisses un. Donc j'ai D'accord. choisi le violon, j'ai continué le violon. Et j'ai eu des expériences assez extraordinaires. Tu es un bon musicien? Disons que je peux me défendre, comme on dit. Ah, Mais tu as j'ai eu la tu as chance. publié un tube ou- Non, non, j'ai jamais fait ça. J'aurais peut-être pu, mais j'ai jamais eu ce genre d'ambition à ce niveau-là. J'ai par contre eu l'honneur et de jouer? Oui, oui, ça c'est sûr. Mais j'ai surtout eu l'honneur de rencontrer Yehudi Menuhin Ah oui? et de jouer de ce Stradivarius. Ce qui était vraiment difficile à décrire en mots. Ah, il y a John Creighton Murray qui habite San Francisco. Il a le Starter Race aussi. Ouais. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais Il existe, il en a un personnellement, voilà. si tu veux le rencontrer. Mais il est assez âgé, il a plus de 80 ans. Ouais. Le truc qui est dommage avec ce genre de choses, c'est que je suis désolé, mon téléphone qui Non, fait c'est pas grave, c'est pas grave. bip. Donc toi, tu as ton propre violon? Oh oui, 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 de toute façon, il faut. Et donc, bon, après que je suis arrivé en Pennsylvanie, j'ai fait mes études. Après, je suis resté un peu trop longtemps en Pennsylvanie. Et un jour, bon, à travers le travail, j'ai rencontré une Norvégienne et je suis allé vivre en Norvège. Et tu t'es marié? Failli. Presque, C'était à presque. 5 mois de ça, bon, pour des raisons plus compliquées que je ne peux expliquer dans une demi-heure d'émission, ça s'est pas passé malheureusement. Et tu es revenu ici, Et je suis revenu aux États-Unis, mais surtout pas sur la côte Est. J'en avais ras-le-bol. ras la casquette de la côte Est. Tu as envie de retourner en Norvège, pour En la Norvège trouver? particulièrement, non, j'adore la Norvège. C'est un pays magnifique, on y mange très bien, même venant d'un Français. Mais non, Ils adorent les hommes avec des cheveux bruns, c'est vrai? oui, pareil. Parce pareil. qu'ils sont tous blonds là-bas. Une grande partie, ils n'ont pas évidemment tous. Donc mais, tu auras beaucoup de succès là-bas. Oui, c'est peut-être vrai. Mais c'est une langue intéressante, un peu. Mais tu n'aimes pas l'attention peut-être. Bah, un des trucs que j'ai beaucoup aimé en Norvège, c'est que je travaillais et j'avais l'impression d'être en vacances permanentes. Ah bon. Le rythme de vie est tellement, Bien cadencé, bien oui, cadencé, calme, que même San Francisco, qui est quand même rien relax. comparé, voilà, relax comparé à la À côte la Est, France, oui. là, on sent qu'on travaille. Alors que, honnêtement, j'étais là-bas, j'ai vécu là-bas pendant 1 an et demi. C'était bien. J'avais l'impression d'être en vacances pendant les 1 an, on va dire, pas 1 an et demi, sur 1 an et 6 mois, on va dire, je me suis senti en vacances à 1 an et 5 mois. Mais quel genre de travail faisais-tu? Informatique. C'est vrai? Ouais, ouais. Et tu te sentais bien? Ah oui, je me sentais, mais. Je me Alors suis dit, tu aimais les vibes dans l'air peut-être? oui, les vibes. Même si le peuple norvégien, à premier abord, est un peu un peuple dit. Comment on appelle ça pas difficile à approcher, mais un peu près de son propre peuple. Ils vont pas vers l'avant pour rencontrer les gens. Mais D'accord. quand on arrive à passer ce cap-là, c'est des gens chaleureux. Ils Et, sont gentils. oui, gentils, Et chaleureux. tu vivais dans une famille? Bah oui, je vivais Avec ta copine? avec ma copine qui à un moment est même passée à être fiancée. Et elle avait une petite fille adorable, Émilie. Donc, C'est possible de la retrouver? je pense pas que ça pourrait s'en faire. Ah bon? Ah, Alors, c'était un bon moment de ta vie alors. C'est très bon moment de ma vie, mais je pense pas qu'on puisse revenir de ce qui s'est passé. Un autre pays qui aime beaucoup les hommes aux yeux bruns et aux cheveux bruns, c'est la Suède. Ils sont tous blonds là-bas. Oui, Tu as essayé ça? j'ai vécu assez proche de la Suède où j'ai pu y aller souvent, mais
c'est marrant. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh, la Suède c'est tellement bien, je préfère ça à tous les autres pays de la Scandinavie. Et moi j'ai trouvé, pour moi c'était l'inverse. Je Tu as suis allé, préféré l'autre. oui, j'ai préféré la Norvège. Je suis allé bien sûr au Danemark aussi. J'ai Il y pas a tous les réussi. avantages sociaux en Suède, il paraît. Oui, il y a beaucoup d'avantages sociaux. Il y en a aussi beaucoup en Norvège. Il y en a un tout petit peu moins au Danemark, mais bon, c'est tellement surélevé comparé au reste de l'Europe, même que de l'Europe, que atterrir dans un de ces trois pays à ce niveau-là, c'est super. Hmm. Mais non, ça, j'ai préféré, je sais pas pourquoi. J'ai pas Tu as eu. aimé l'ambiance. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé la Norvège. D'accord. Et après, je suis venu sur la côte ouest. J'ai toujours aimé San Francisco. Mais tu n'as pas autant d'attention qu'en Norvège, c'est ça? Oh, non. C'est un pays, c'est une ville, San Francisco, qui est très difficile pour quelqu'un qui veut vraiment fonder une famille, avoir une relation de long terme. San Francisco, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Oui, c'est difficile pour Ouais. faire ça. Ouais, D'abord, c'est trop cher d'abord de vivre ici. c'est devenu, depuis 2 ans, c'est devenu complètement ridicule. Inabordable. Ouais. Alors, tous les gens qui ont des familles vont en banlieue. Ils Absolument. vont à Burlingame ou... Oui, Berkeley, Auckland, même Marine. Donc, c'est pas- finalement, San Francisco, 60% sont des célibataires. Et toutes les familles ont immigré Oui. en dehors de San Francisco. Et après, il y a plein d'autres raisons, bien sûr. C'est une ville transitoire. Les gens viennent pour un projet informatique ou pour un Salesforce ou n'importe quel autre truc. Mais Et ils puis viennent. ils reviennent. Et ils repartent. Et voilà, ils viennent pour 2 ans, 3 ans. Pour un contrat. Voilà, ou un contrat ou une opportunité qui ou arrive à la fruition ou n'arrive pas. Et donc, après, ils repartent. Donc, ils restent ici que de façon très temporaire, on va dire. D'accord. Il y a aussi le fait que c'est une ville très ouverte au niveau sexualité, ce qui est très bien pour ces gens-là, mais pas obligatoirement très bien Pour les autres. pour les autres. Donc il y a plein d'autres trucs qui fait que... Ah oui, c'est vrai qu'ils disent à San Francisco, les femmes dorment toutes seules le soir parce que tous les hommes ne veulent pas les femmes. Oui, entre autres. Mais oui, c'est très intéressant comme vie. C'est bon, Les femmes ont intérêt à changer de vie là, en San Francisco. Ben oui, chaque ville a ses propriétés différentes. Atlanta, c'est une ville vraiment opposée de San Francisco. Il y a quelque chose comme 6 femmes pour chaque homme, un truc comme ça. C'est l'opposé? Oui, c'est vraiment très distinct comme environnement. Ah bon. Mais bon, chaque ville a son charme. Il suffit d'arriver à trouver son... Et l'Alaska, c'est 60 hommes pour chaque 40 femmes. Donc il y a beaucoup plus d'hommes parce Wow. qu'ils sont tous là-bas en contrat en train de travailler Ah oui, ça dans m'étonnerait. Ça, c'est logique. pour les pipelines et tout Oui, ça. autre Et il n'y a truc. pas assez de femmes. Alors, si tu veux te marier, tu vas en Alaska, tu te maries en une minute. Pour les Oui. femmes, hein, pour les femmes. Ah oui. Mais pour te dire, le ratio est très Ouais. important dans une ville. Il faut que tu regardes les ratios et Bien sûr. où tu es le plus voulu et wanted. Donc, on va un peu changer de gear là. On va parler peut-être de ce que tu fais du point de vue Tu es aussi un web designer, tu as dit. Oui, depuis, on va dire, 9 ans, 8-9 ans, c'est l'une de mes activités, sinon mon activité principale. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? C'est le fait que ça change. Tu peux créer, tu peux écouter les besoins de quelqu'un. J'ai tendance à, quand je fais des sites internet, à pas faire des sites internet pour des grandes sociétés. Ah bon? J'ai tendance à faire que pour les artistes, les petites sociétés, les petits business comme ils disent aux États-Unis, les sociétés à but non lucratif, donc les petits, on va dire, qui généralement n'ont pas les moyens De payer un grand montant, grand budget. mais surtout qui n'ont pas les moyens d'avoir dans leur société un graphiste, un dessinateur de site internet et tous ces gens-là. Tu fais le tout, toi? Oui et non, je fais, pour certains projets, je fais tout. Pour certains autres projets, j'ai une Un graphiste. graphic designer? Oui, qui est française en réalité. C'est une française, Audrey Jardin. Elle sait faire les graphismes. Ah, elle est ahurissante. Et elle est raisonnable au niveau tarif. Donc Elle est locale ou en France? Non, elle est Palo Alto. Donc, Ben oui, c'est assez local c'est ça. relativement local. Sauf que je la vois jamais, mais ça c'est Tu la peux lui beauté. envoyer par... Oui, exactement. D'accord. Par Skype et mail. Mais c'est une bonne amie et qui vraiment est très douée. Donc, Tu l'utilises c'est elle à qui tu fais... oui, c'est quand je sors du royaume de ce que je sais, ce que je peux faire, je dis allez, on appelle Audrey. On va appeler Audrey? Ouais. Ah, d'accord. Ouais.
Et elle fait ça aussi comme freelance? Oui, oui, elle fait ça depuis des années. Elle a un site. Ah Et d'accord, elle a son portfolio. voilà. Et elle fait vraiment des trucs assez impressionnants. Elle arrive à se mettre dans la tête des gens pour comprendre un peu ce que les gens recherchent. Et après, ben, elle part faire Mais créer c'est des ça sites. qui est étonnant justement. Pour toi qui es un web designer, tu n'as pas ton propre site. C'est comme si que tu fais des souliers et que tu marches pieds nus ou quelque chose Ben, comme ça. c'est un peu ça, dans le sens que c'est un peu comme l'idée des cartes de visite. Bon, je n'ai pas de carte de visite pour des raisons écologiques. Que je, Ça se comprend. Mais de ne pas faire un site web alors que tu es web designer, il faut vraiment que tu me tapes sur la tête pour que je comprenne. c'est une bonne question. Ça, Tu au peux début, mettre ton portfolio de sites que tu as créé dedans. oui, tout à fait. Alors, au début, la raison pour laquelle je n'avais pas créé de site pour moi-même, c'est parce que ben, j'avais pas assez de sites vraiment Que qui tu valaient la voulais peine. montrer. Voilà. Et avec le temps, ben, comme les sites que je crée sont des sites que les gens peuvent facilement modifier après un petit apprentissage de 1 à 4 heures, Ouais. donc je suis pas le style de site designer, dessinateur de site à la psychologue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que les gens soient coincés à être obligés de revenir vers moi quand ils ont besoin de faire un petit changement. Ah, Je tu leur donne veux les outils pour le faire eux-mêmes. pour le faire eux-mêmes. Bon, s'ils veulent tout restructurer, bien Oui, mais sûr, sur ton portfolio, tu peux mettre aussi le site original. oui, je pourrais, mais comme, comme pour moi, la vraie idée d'un site, c'est d'être interactif, il faudrait que je prenne une copie, on va dire, de chaque site et que je les mette sous l'enceinte de mon site. Parce que Oui, sinon, oui, on verrait que exactement. des images. Et des Oui, images, ça veut oui. dire pas Il grand-chose. y a beaucoup de gens qui font ça, ils mettent que des images. Oui, et des images, ça donne pas vraiment l'impression de ce que c'est qu'un site. Pas d'aujourd'hui. Les sites d'il y a 5 10 ans, oui, ils étaient très simples, ils n'avaient pas beaucoup d'interaction. Ah ouais? Alors que les sites d'aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent automatiquement aux écrans. Donc, si on peut voir ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, là, ce que je fais à la place, c'est quand je rencontre quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services ou mes capacités, ben, je leur envoie tout simplement une liste de liens qui sont les sites qu'on trouve sur Internet, qui fonctionnent encore. Et ceux que j'ai créés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ne fonctionnent plus parce que la société a fait faillite ou parce que si, Ok. bah, Mais ça peut toujours faire partie d'un portfolio. je considère que ça a plus vraiment d'intérêt. D'accord. Mais chacun a sa façon de regarder les choses. Tu peux toujours faire une site d'une seule page où tu dis je suis un web designer. Oui, j'ai honnêtement pas trouvé l'intérêt et honnêtement, je peux bien sûr Tu peux avoir changer tort. d'avis, hein, tu peux changer d'avis. Tout à fait Mais la d'accord. plupart des web designers que je connais, ils ont un site. En réalité, la plupart de ceux que je connais, moi, n'en ont pas. C'est ça le plus amusant C'est avec ça. vrai? Ils ont une page Facebook, peut-être, Ah bon? ou un compte Twitter, bien sûr. Ah. Mais non, moi, j'en connais pas mal quand même. Ils disent. Sauf s'ils font Mais partie alors d'une grosse société. comment ils vont vous dire à leurs clients je peux le faire? Ah ben, tout simplement en faisant ce que je fais, entre autres, en envoyant des liens. En envoyant des liens qui montrent, qui Que tu démontrent as pu le faire? que je l'ai fait. Et généralement, je vais avec quelqu'un, je vais les rencontrer dans un café ou dans leur office, et je leur montre Quelque le chose que tu site. as fait. Et aussi, je vais dans l'arrière du site et je leur montre comment on peut changer les choses. Donc, Ah bon? ils voient que non seulement je l'ai créé, puisque j'ai accès au Et tu back-end. leur montres comment ils peuvent changer ça. Voilà. Donc, les gens, quand ils voient ça, quand ils voient surtout la panoplie de différents types de sites que j'ai créés, ben, ça leur dit un peu tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un site qui fait la Je voudrais pub. te demander ton avis. Il y a beaucoup de web designers qui ont disparu après l'apparition de WordPress parce que les gens peuvent faire leur propre site avec les templates. Oui, alors Qu'est-ce que tu penses de ça? ça, c'est la grande erreur c'est la grande beauté et la grande erreur du open source, du source libre. Alors moi, je crée des sites basés sur un système de source libre, mais le problème, c'est que un truc comme WordPress, ça donne l'impression à tout le monde, ou à beaucoup de gens, ils deviennent en 1 heure un designer de site internet. Et ben non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des tonnes de choses Qui sont pas sur WordPress. qui peuvent être faites sur WordPress, mais il faut comprendre que WordPress n'est pas
une plateforme pour dessiner des sites. Je sais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui le font, Oui. mais c'est malheureusement en erreur parce que WordPress a été, et à la base, et c'est toujours, une plateforme de blogging. Et pour ça, c'est excellent. Mais maintenant, les gens essayent d'en faire Des sites. des sites d'achat de produits. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu loin, qui a créé un truc qui s'appelle par exemple WooCommerce, et qui on met ça à l'intérieur de WordPress et ça fait un système de. Mais c'est très, comment on appelle ça en français? En anglais, c'est clunky. C'est pas aussi bien que si tu le fais toi-même. C'est pas aussi bien que si tu le fais sur une plateforme qui est purpose agnostic. Ça veut dire que WordPress, c'est vraiment un système, le blogging, où les gens ont ajouté des trucs pour faire d'autres choses. Mais si on commence avec une plateforme qui, elle, n'a pas de but précis, mais qui est capable de faire qui a toute l'infrastructure pour la sécurité, pour l'optimisation Internet de Google et Donc, tous les autres trucs comme ça. Si je comprends bien, tu n'utilises pas de template. Oui et non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je me sers d'un système de plateforme qui, lui, est purpose agnostic. Ça veut dire que si demain tu as un site que tu veux faire portfolio, tu peux te servir de cette plateforme. Et si 3 jours plus tard tu as dit ah non, je n'ai pas envie de faire un site portfolio, je vais maintenant vendre des souliers. Ouais. Eh ben, tu peux aussi bien changer et ajouter la technologie pour avoir un site e-commerce avec toutes les ce qui va avec. Mais le plus important avec WordPress et ce genre de système, c'est que les gens ne réalisent pas qu'il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires, qui peuvent être faites à l'intérieur de WordPress, mais qui sont nécessaires dans la construction d'un site. Un truc typique, les sitemaps. Il y a beaucoup de gens qui ont un site qui n'ont pas de sitemaps. Donc ça rend Comme Weebly, tu connais Weebly? Oui, je connais Weebly. Alors, il paraît que tu peux faire un site en 15 minutes ou je sais pas quoi. Oui, alors il faut faire attention. Il y a Weebly, il y a Squarespace, il y en a plein. Le problème, te donne des templates. Qui te donne des templates et qui te permettent facilement de changer les choses. Et d'ajouter des photos, des Wix aussi. Oui, Wix aussi. Le problème, c'est qu'il faut réaliser, c'est que les systèmes comme Weebly et Wix, et même to some extent Squarespace, sont très bénéfiques pour Squarespace, Weebly et Wix, mais pas autant pour le business ou l'utilisateur. Entre autres parce que ces systèmes, selon de qui on parle, où ils sont très limités dans leur capacité de faire des choses, et dans tous les cas de tous ces systèmes-là, vous êtes coincé à ce qu'ils vous donnent. C'est-à-dire que s'ils vous donnent une galerie et que vous n'aimez pas le style de la galerie, pour la changer le style ou la fonctionnalité de la galerie, c'est très difficile ou même pas possible du tout. Ah bon? Donc, il y a des limites, on se heurte à des limites qu'on n'a pas même avec WordPress par exemple. Parce qu'avec WordPress, vous n'aimez pas la galerie, vous allez sur Internet chercher une autre galerie. Il y en a 150 d'autres, on va dire. Alors, est-ce que, et là où il faut faire attention avec des plateformes comme WordPress, c'est que la qualité des trucs qu'on ajoute à WordPress est individuelle à la personne qui l'a programmé. Pardon. Tu as un appel. Et donc, si la personne est un très bon programmateur, vous avez une très bonne galerie. Okay. Si la personne n'est pas si bon programmateur, vous avez un truc qui peut être plein de failles de sécurité. Okay. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites de WordPress qui sont hacked, parce que qui sont volés. La base est solide. Elle est la même. La base, elle est solide, puisqu'il y a des tonnes de gens qui s'en servent, donc il y a peut-être des gens qui s'en occupent au niveau de sécurité. Mais la sécurité... Mais par contre, tous les trucs qu'on ajoute, ils sont moins testés. Ils sont peut-être écrits par quelqu'un comme vous qui... j'aime pas ce que je trouve sur Internet, je vais créer un truc qui lui fait bien, mais vous n'êtes pas obligatoirement un très grand programmateur. Et vous faites le truc qui a l'air bien, qui a l'air de fonctionner, mais qui est plein de failles. Le résultat, c'est que vous rendrez votre site plein de failles. Ah, d'accord. Et oui. C'est comme on dit en américain, the sum of the c'est quoi l'expression? C'est la somme? La somme des... Les fautes? Non, c'est quelque chose du style the whole is only as the good as the sum of its parts. Ah. L'ensemble n'est aussi bien que la somme des morceaux. S'il y a un morceau qui est catastrophique, le tout peut s'effondrer. Absolument. Et ça arrive tous les jours, ça. Ah bon. Et maintenant, le travail de développeur, ça devient de plus en plus de l'assemblage, on va dire ça comme ça.
alors bien sûr, il y a des gens qui font du code complètement custom, c'est-à-dire qu'ils écrivent tout à partir de rien. Mais il y a, on va dire, la grande partie de ce qui existe sur Internet, c'est des systèmes à l'abonnement, comme Squarespace, Weebly, Wix et autres. Mais le problème, en dehors du fait que vous êtes limité, c'est que si un jour ils décident de changer le prix, ben vous êtes coincé. Mm. Si demain ils ont décidé que, bah oui, cette fonctionnalité que vous aimez beaucoup, bah oui, on l'a changée et on ne va pas revenir en arrière, bah vous êtes coincé. Donc, vous êtes coincé dans ce qu'ils vous offrent, ce qui peut être très bien ou très mauvais selon ce que vous recherchez. Vous avez la solution custom, mais qui est beaucoup plus chère généralement et qui, elle, est limitée au niveau sécurité par la qualité des personnes qui l'ont créée. Et il y a 90% des gens ou 95% des gens qui font des sites comme ça ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire ne font pas faire une analyse de la sécurité du site par une société de sécurité. Donc, ils prennent des grands risques. Et le milieu, c'est des systèmes de templates, des systèmes de WordPress et équivalents, où ça devient de plus en plus, on va dire, de l'assemblage et après de la modification visuelle. D'accord. Et toi, tu utilises WordPress Upgrade? Non, je me sers très peu de WordPress. Parce que tu peux faire un upgrade sur WordPress, tu peux ajouter du design. Oui, on peut faire ça, mais j'aime pas du tout la façon dont fonctionne WordPress personnellement. Je trouve que c'est pas du tout simple. Ça se targue comme étant un système super facile. Simple. Oui. Et moi je connais. Parce que tu peux faire des uploads, tu peux faire des textes, oui, faire des images. Moi, c'est vrai, et ça c'est vrai. Mais ce que je trouve beaucoup trop compliqué dans WordPress, c'est la façon au journalier, au jour le jour, d'accéder à l'information qui est à l'intérieur. Et donc, par exemple, sur une autre plateforme que moi j'utilise, quand je veux qu'un de mes clients change un article, ben, ils vont très difficilement à article. Ils ont une liste d'articles, ils choisissent celui qu'ils veulent, pouf. Alors qu'avec WordPress, c'est pages, ou c'est posts, ou c'est comments, c'est pas très clair. Il faut connaître où aller. Voilà, alors qu'il y a des systèmes, des plateformes qui sont plus compétentes à ce niveau-là. Mais tu programmes en anglais. Enfin, c'est-à-dire la plupart des sites que tu fais sont en anglais. Oui et non. J'ai fait plusieurs sites multilingues. Ah oui? Oui, parce que les plateformes en question que j'utilise avaient la capacité de permettre très facilement à du multilingue. Bon, bien sûr, il faut que quelqu'un... Je fais multilingue aussi, moi. C'est bien ça. Oui, absolument. Et donc, j'ai fait combien de sites multilingues? Bon, très peu, honnêtement, en moyenne. J'en ai fait peut-être 4 ou 5. Et la traduction est faite automatiquement? Non, et heureusement, parce que c'est une catastrophe. Les softwares ne marchent pas? Non, les meilleurs qui existent aujourd'hui, c'est un peu un mélange entre Bing et Google. Mais si vous avez un niveau de connaissance de la langue, vous voyez que c'est pas vrai. C'est une catastrophe. Et encore, il y a des paires de langues qui sont très bonnes. L'anglais et le français, c'est une des meilleures. Oui. Et on voit le résultat. Et on se dit, si ça c'est un des meilleurs, qu'est-ce que c'est pour le reste? Ah, c'est pire. Il paraît, bon, je ne parle pas le chinois, mais moi j'ai des amis qui sont chinois qui m'ont dit que le chinois-anglais, anglais-chinois, c'est une catastrophe. Ça marche pas. Ah, c'est une catastrophe. Même si j'ai pas une langue que je parle vraiment souvent, j'ai appris l'allemand et je vois que c'est pas trop mauvais pour l'allemand. L'espagnol, c'est pas mauvais non plus. Mais bon, c'est quand même... très très mal traduit. C'est quand même pas... Il y a des fautes. Oui, il y a des fautes partout. Et vous parlez à n'importe quel traducteur professionnel. Avant de mettre le site en ligne. Oui, et ils vous disent qu'il ne faut pas se servir de ce système-là. Bon, d'abord parce que c'est bon pour leur budget à eux, mais aussi parce que... C'est la vérité, c'est la vérité. Oui, c'est absolument... Dis-moi, tu viens de me dire que tu sais faire les sites e-commerce. Est-ce que ça t'est venu à l'idée d'en faire un pour toi, de vendre quelque chose sur l'Internet et de devenir riche? D'abord, je sais que je suis aux États-Unis, mais Tu veux pas vendre des vestes, des montres, Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être riche pour être heureux. Non, mais il n'y a pas un produit que tu voudrais vendre et gagner ta vie sur Internet avec? Disons que j'ai des projets qui sont plus intéressants que vendre quelque chose, sur lequel je me penche en ce moment, qui indirectement vont apporter de l'argent, mais surtout qui vont aider le monde. Et pour moi, ça c'est plus important que le reste. D'accord. Pour moi, ça fait partie de... Mais tu sais vendre un produit en ligne? Oui, je l'ai fait. Moi, je l'aurais fait si je savais le faire. Il faut aussi trouver le produit. Ah oui, un produit que tu aimes, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'idée, je parle à partir de l'idée qu'il faut trouver quelque chose d'unique. Parce que des gens qui vendent en ligne, il y en a
Des Il y en a milliers. 5 000, il y en a 10 000, il y en a 100 000. Il y en a qui réussissent. Il y en a très très peu qui réussissent. C'est ça Ah la bon? Oh oui, il faut Mais regarder. si tu fais un bon marketing, il y a quand même un bon... Oui, c'est sûr. Mais disons que si on part à partir d'un produit ou un service unique, ça change tout. Euh, mais Les weight loss, il paraît que ça marche. Tout le oui, monde veut perdre du poids. oui, mais malheureusement, 97%, 99% des gens qui font ce genre de choses n'y connaissent rien. Donc, c'est un Ils peu. mettent un site et ils vendent quelque chose. Ils vendent quelque chose qui est fait par une autre société, ils n'ont pas fait de recherche assez, et généralement, c'est même pas basé sur des trucs scientifiques, c'est juste une idée comme ça. Ah ben, ça a marché pour moi, donc je vais faire ça pour d'autres Vous personnes. allez perdre du poids. Ok. Ouais, c'est. Moi, j'ai un. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as inventé unique qui est à toi d'abord? Très peu. J'ai des petits logiciels que j'ai donnés gratuitement dans la communauté de sites internet. Que tu pourrais vendre? Non, non. Je pourrais peut-être, mais c'est tellement des petits logiciels que ça vaut même pas la peine d'essayer de les vendre. Mais essaye de les vendre à 1 dollar alors si tu penses pas que ça vaut. Comme je dis, je suis, même si j'ai vécu 2 fois plus longtemps aux États-Unis qu'en France, je suis pas quelqu'un Qui est après le capitalisme, hein, ok. voilà, bien sûr, on a besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent pour vivre, mais il y a des choses qui devraient être encore gratuites hein, dans le monde. Et je C'est suis ton pas, concept, oui. ouais, je suis pas pour absolument faire de l'argent sur tout. Il y a des D'accord. choses sur lesquelles, non, pas besoin. Alors D'accord. si, quand, L'essentiel, c'est que tu es assez pour vivre d'abord. et voilà, et j'ai assez pour vivre, donc ça c'est le plus important dans l'histoire, évidemment. D'accord. Mais quand il y a un projet qui est intéressant, ou sur un truc unique, ou un service unique, ou un produit unique, ben si l'éthique de la société et les gens qui travaillent pour la société s'alignent avec ce que je recherche, à ce moment-là, ben, peut-être que j'essaye des fois de De faire quelque m'impliquer. chose, hein, ouais. Et c'est comme ça que j'ai été jusqu'à ce mois-ci vice-président d'une société au niveau vente. On est passé de 0 $ à un demi-million de dollars de vente C'est vrai? Mhm. Ah, en 12 mois. et tu es le vice-président? Oui, j'étais, mais maintenant ils ont vendu, l'inventeur a vendu ça à une société de distribution. Donc, ce qui est Mais très tu es bien. quand même actionnaire. Disons que j'ai pas besoin de me plaindre. D'accord. Et donc, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour une grande société informatique où j'étais 5e en vente sur 1400 personnes. Donc, vendre, c'est facile pour moi. Ah bon? Mais avec l'évolution de l'âge, peut-être, Tu as autre chose à faire en oui, tête? j'ai d'autres choses qui vraiment peuvent aider le monde et je pense que c'est plus important. Je pense que Quelle est une de tes idées pour aider le monde? malheureusement, je ne peux pas encore en parler. Ah, c'est C'est pas encore dévoilé. c'est pas encore dévoilé. Mais Ben, c'est dans le développement, c'est ton site? c'est en début de développement et c'est pas seulement un site, C'est autre chose? c'est quelque chose qui va, en vérité, qui un jour vous serez peut-être utilisateur. Bénéficiaire, un Ouais, bénéficiaire, ok. peut-être. D'accord, je vois. Bah, c'est bien ça. Mhm. D'accord, ben, j'attends avec impatience de voir ça. Ça va prendre combien d'années ton idée? Ah non, on est en train de développer ça. On devrait sortir quelque chose peut-être basique en première phase, dans le deuxième quarter, on va dire, pour être plus. De 2014? Voilà. Ah bah c'est pas très long à attendre, j'attendrai avec impatience 6 alors. mois. Ouais, ça va. Bah, je t'appellerai à ce moment-là, dans 6 mois. D'accord. D'accord. Et tu vas me dire, ça va prendre encore 3 mois, appelle-moi dans 9 mois. On sait jamais, mais l'idée, de toute façon, parce que ça fait 20 ans que que je suis inculpé dans les projets différents, machin truc. Ce que j'ai découvert comme règle, c'est que quand on croit avoir fini, on n'est vraiment qu'à 95%. Ah, d'accord. Et les 5% qui restent, C'est très important. c'est 3/4 du travail. Ah d'accord. C'est ça. Et que ce soit un site internet, Mm. que ce soit un start-up, Bah, tu peux c'est les 5 derniers m'utiliser pourcents. comme personne à aller pour essayer ton site et tu verras si ça marche. Pourquoi pas? Comme ça, tu pourras tester sur moi. Pourquoi pas? Si tu me dis que ça pourrait me bénéficier, tu peux le tester sur moi. Pourquoi pas? Ouais, enfin, je suis en train de faire la corrélation ici. D'accord. Donc, on peut dire donc que tu es un webmaster, web architecte Oui. et aussi que tu as des idées. Voilà. Et tes idées sont
pour aider le monde. C'est ça ce que tu viens de dire? Oui, l'idée, c'est que je considère que c'est le rôle de chaque personne d'être à sa capacité écologique, pas faire le gâchis, surtout aux États-Unis où on est 4,5% de la population mondiale Et on et utilise... on est responsable pour 30% des déchets mondiaux et 30% de l'utilisation des ressources mondiales. C'est trop. Il y a un petit problème quelque part là. Ouais. Donc, ça c'est un des trucs. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Et aussi, je considère que c'est le travail, c'est le but de tout le monde. C'est comme il y a trop de gens obèses alors qu'il y a dans un pays, il y a trop de gens maigres. Ouais, absolument. Et aussi, je considère que c'est le but de tout le monde dans ses capacités D'arranger ça, d'apporter un équilibre. d'essayer d'aider le monde à sa façon. Ça peut être un petit truc, ça peut être un très grand truc. Et toi, tu es dans l'écologie, c'est ça? Ben, je suis pas au niveau professionnel dans l'écologie, mais au niveau personnel, oui, je suis. Tu regardes ça de près? Tout à fait. Là, un des projets dans lequel je vais peut-être Te lancer? me lancer, ou du moins passer beaucoup de temps, ce sera justement on va dire ça, un réseau social écologique, on va dire ça comme ça. D'accord. C'est pas exactement ça, mais C'est bien, c'est une bonne idée en fait, parce que ça concerne beaucoup de monde. Voilà. D'accord, ben écoute, j'espère que tu vas réussir. Tu seras Merci. peut-être le nouveau Facebook, hein? J'espère. Pourquoi pas? Oui, ben honnêtement, c'est pas vraiment mon but. C'est pas ton but, mais ça pourrait. Oui, on sait jamais. Oui, Mais, d'accord. Ben, c'est bien que tu aies des bonnes idées. D'accord, donc tu partages ces idées avec quelques personnes qui sont près de, de, de tes intérêts. Le réseau écologique, c'est avec une personne qui est lui à la base de ce système-là et qui a besoin D'aide. de mon aide et de ma capacité potentiellement technique et visionnaire. L'autre, c'était avec quelqu'un avec qui j'ai fait du business dans le passé. Donc c'est bien, ils sont d'accord là-dessus. Voilà. Donc, vous êtes devenus amis et puis voilà. Oui, avec le temps, on a une très bonne relation de travail, ce qui est déjà très important parce que Ah oui, les startups, une des grandes raisons pour lesquelles Tu as nommé ta startup? Non, pas encore. Ah d'accord, c'est encore dans la construction. Oui, non, c'est pas vraiment important. C'est vraiment un des L'idée, trucs. c'est l'idée. C'est l'idée qui compte, exactement. Ah, d'accord. Ben, c'est bien ça. Moi aussi j'avais une idée. J'ai dit je vais faire un réseau social media pour les gens dans la technologie. Je sais qu'il y a plusieurs groupes sur Facebook, mais j'ai dit on devrait en faire un juste pour les gens dans la technologie. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Je sais qu'il y a TechCrunch. Enfin. Donc, on va peut-être faire un switch là et on va essayer d'expliquer ce que tu fais en anglais. Tu parles en anglais, n'est-ce pas? Oui, D'accord. sans aucun problème. So, for those who have followed the conversation in French and cannot understand everything, we're going to do a little bit of explanation in English. So, we have with us today Emmanuel Lemort, who is a Frenchman here in America, in California, in San Francisco? Yep. In San Francisco, and who is, tell us who you are. I'm of many things, but I'm a web developer, visionary architect for technology, and that's about it. How do you learn to be a web developer? Do you go to a special website designer school? I didn't. There are people who do that. I just simply, started 11 or ish years ago, just reading, and trying and failing a lot, and eventually figuring it out, and then you just get better. It's like a building block. You became auto-learning? Yeah, I taught myself everything. No kidding. That's amazing because there's a lot to learn. It's nonstop. Yeah. Oh. Yeah, even today, even though it has evolved very quickly, and maybe the curve today is a little slower, it definitely is still evolving. How do you say autodidact in English? Do you know? Self-learned? Self-taught. Self-taught, okay. Yeah. So you're self-taught? Yeah. That's amazing. It's a very difficult field because I took 6 weeks online with the college just to learn basic updating of my site, HTML. Right. And, even when you learn basic, there's a few things that you won't get to learn alone, Absolutely.
you need someone to tell you this is how it works. You gotta have the slash at the end, Yes. or you gotta have the Or you have the semicolon. yeah. And, You gotta if you forget one of those, your whole site can go kablooey. yeah. So if somebody didn't tell me that, I wouldn't have been able to update my website on my own. Yeah. Because I've been updating my website. So, but yeah, I did take a basic class to learn these basic. Yeah, I have to say, I have not found I've looked around, but I haven't found too many good basic classes. It's one of the things I find surprising. Online. Yeah, online or even at local universities. It's either so basic that it's obvious. Either obvious or you just don't end up with much knowledge. Okay. Which is kind of like, okay, why did I spend 6 weeks doing this? Or it's too complicated, like it gets too complicated too quick, and then people get lost. So. And then they drop out. Well, either drop out or they get confused because it's like mathematics. You have to keep up with the pace. You have to do it in building blocks, right? And just like you don't learn a differential equation before you learn how to divide. Yeah. It doesn't work that way. So you have to have a very strong foundation, and then things get more easy to Yeah, I took Photoshop too, just so that I know how to do it. Right. But then after a while, I got lost. Yeah, because Photoshop is exactly like that. It's got hundreds and thousands of features and techniques and there was no way I could remember all this. Yeah. That's actually why I do not use Photoshop. Oh yeah, what do you use? On a Mac I use something called Pixelmator. It's $30 and it does 90% of what Photoshop can do. No kidding. Yeah. Oh, maybe I should try that. Yeah, it's so much easier. There are lots of video Repeat tutorials. the name? Pixelmator. It's from I think there are two Lithuanian guys who started that, and it was an early, it came out like 4 years ago, and it's amazing. Oh, good for you. So I'm gonna look it up because anything that makes life easier, why not? Absolutely. Okay, so you discovered all this little by little, and you built your little building block, and Sure. you were able to build a full website. Yeah. Oh yeah. I've been building full websites since 2005, and. Were you a math major? No, I went to college for astrophysics, but I switched to computer science. Oh, that's helps. But actually, It you'd doesn't- think it you'd doesn't? think it would, but Has nothing to do with it. no, No. it was really surprising. Actually, 2 months in the real world is like 4 years of education. It's so sad. Oh no. Yeah. So, but you did like at least 2 years of computer science. Yeah, it doesn't really help, but The knowledge doesn't hurt. no, it doesn't hurt. It just doesn't help. Okay, but you understand how a computer works? Is that what it is? Yeah. I mean, you learn the basics of programming, the basic concepts of programming, which you can take to any language. It's the basics. So that's why you call yourself an architect. You can see a big picture of a site. Right. So, software architect or visionary architect is the ability to listen to somebody's idea. Like, say you have an idea for something, and then as the person's explaining it, like seeing, okay, this is what they want or they think they want, because sometimes they don't really know what they want. They just gotta have an test idea. it. They gotta test it. Right. And so, you listen to that, and then you're able to, as this is happening, brainstorm, and then your brain goes in 15 different directions, and you can see where the potential of the idea goes. Sometimes an idea doesn't have a very long potential, and that's okay. And then there's some ideas that all of a sudden you realize, oh my God, this really could change the picture Of the website. of the world. Actually, some projects can really have a Big impact? big impact. It depends. It depends on what the idea is. I'm actually talking to somebody right now on the East Coast who came through me through a connection and has an idea for something in a space, in an area of business which is already very populated. And I said to her, I was very frank, and I said, you really have to have something edgy and new, because otherwise you're just going to get lost among the hundreds of other competitors. And she says, well, I think I have that. I says, okay, well, send me an NDA and non-disclosure agreement. And then, we'll talk and see if you've got something. Okay. So. And you signed the non-disclosure? Well, I'm waiting for it to arrive, actually. So, okay. Yeah, this weekend. I have one, too. I have one. Somebody gave me one because they say you should protect your website because anybody can do the same thing I do. So anyway, to go back to what you do,
a web designer, let's say he has to do 5 to 7 pages. How long does it take to build a site? Well, that really entirely depends on how you're doing it. What platform is it on? What kind of pages? Because, to say a website is 5 to 7 pages, as a side note, is almost always guaranteed to be incorrect. Because most people, when they think of their website, they think of, oh, okay, I need a products page, I need a services page, I need an about me page, a contact page. What the thing is, they forget things like you need a privacy policy, you need a site policy, you need a sitemap. There's all these things that they don't know. Oh, they don't know. Because that's not their thing, right? It's behind the scene. Well, it's not behind the scenes, but it should be there. You may need a legal disclaimer, if you're giving advice of some sort. So there's all kinds of things that come into play. So all of a sudden, the site that you think is 4 or 5 pages becomes 10 or 12. Ah. Right? And then also what you're doing with those pages. If it's just putting up some text and some images, very fast, very easy. Mm-hmm. But if it's 5 pages of a shopping cart, it can be quite complex. Plus, it depends on the design element. Like, how do you want it to look? How do you want it to interact? All of those factors can really complicate the things. So, to answer your question about how long does a site take, there's no such thing as there's no formula. But the fastest sites I've ever done was 9 hours. And that was not fun. Because and you used the template? I use that system that I use, an open source platform, which does have a template, and then that you modify a lot. And the longest I've ever done is a 3-month project. Oh, so you worked. It was very difficult. It was a very complicated process. It was translated into 5 languages, real translation into 5 languages, and that may not seem like anything, but takes time to wait for the translator to send you the translation. But even beyond that, what happens with languages? What you say in one language will take up this much space. What you say in the next language might take up this much space. So now it messes with the layout. Right? And you don't French think about takes a lot more space. Relatively, not that much, but yes, it does more. And then one and a half. Yeah, 50, 60%, depending on how it's written. And then there's other languages which are even longer, and there are some languages that are shorter. So it affects how everything looks, because you don't want it to look cramped, which is difficult to read, and you don't want it to look like there's nothing on the page. So you've got to find the happy balance. And so you have to do extra work. If you're really perfectionistic and want a quality product, you want something that looks good to the nice, right? And you have to adapt it to each language. So that's extra work that most people have no idea that you have to do, and they don't think about that. So that's one of the many examples. And you have to choose the colors, and you have to all kinds of stuff. One of the way I work personally is I start with a logo, because I extract from the logo the rest. Okay. The rest, like I wouldn't build a site, for example, with a logo in purple and blue, let's just say, and then put a red website. Right, let's just say that. It could be red, but it has to match. It has to have some correlation. And the thing that's important is the experience that as you're confronted with a website, what experiential feelings do you have? For example, I'm doing one right now for a very beautiful space, which is they do yoga and massage and you have to pick the color they want. Acupuncture and meditation, and they have all this beautiful wood and bamboo and green leaves. Well, you want to match those tones. You want to match earth tones and very peaceful tones. You wouldn't want to have lots of bright red. It would be completely against what the space is about and the environment. So you have to kind of match that feeling. So it's a constant communication between the user and the web designer? At least a good amount of communication. Maybe not constant, but a good amount. But also you have to test it on other people, see if they like it. That depends. To be honest, there's very little testing that ends up for small businesses. Okay. Because they don't have the budget for that, to be honest with you. User testing, as it's called, is great if you can budget for it. But 99% of small businesses do not. You just need the agreement of the owner. Right. The agreement of the owner, the partners, maybe some customers who, and ideally, yes, you should have
UI, Some kind. UX, and user testing and all that, A/B testing. The problem is, that all takes time and money, and most small businesses can't afford to do that. But you do some kind of a test before you launch it, Of course, so that it's just you it catch doesn't the go. bugs. It just doesn't go as deep as As a as it public, should really. yeah. Yeah. So, but you test the website, then yeah. you launch it. Yeah, and you test it on on iPads, iPhones, and different browsers and all that. Sure. Okay, and make sure it's functional. Oh yeah. Okay, so yeah, so you got us into a world of web design that I'm sure a lot of people are faced with every day, because now you're nobody if you don't have a website. Basically, and it's actually not entirely true. I ran across a beautiful little business in the Mission, Yeah, which I have a thing for chocolate, yeah. and They make chocolate. they sell chocolate, but they sell like 500 varieties of chocolate, and They don't have a website, they don't really have a website. Not only that, they don't want one. and I thought they to don't myself, do e-commerce. and they don't do e-commerce, and they do a lot of business, Yeah. local little store. And I thought to myself, I tip my hat off to the guy, because he. Resist. Well, it's not about resisting. It's just like he's built up his business over the last 20 years to a point where he can barely keep up, or he's so busy that He doesn't want to expand. No, he doesn't want to expand because he doesn't need it, and because he also, I think, he also doesn't want to get bothered with people asking all these questions. That takes up a lot of time. Yeah. But whatever his reasoning is, it's like not everything has to move to the web, and it's okay. Okay. It's just like it's a timing thing. Like I remember when 1-800-Flower went online and they spent millions of dollars. It was not right timing, Nope. and they lost a lot of money. Yep. And they finally took 15 years before they start making money, because Yep. finally everybody went to the web. Sure, absolutely. It's part of the timing. It's part also your philosophy. You don't have to, just because everybody jumps off the bridge doesn't mean you have to jump off the bridge. Yeah, that's true. And also some people are not as ambitious. They don't want to make that much money. I don't think it's always about money. I think in the case of this gentleman that I'm thinking of, he has plenty of it. So, Okay. how much money is enough? Like, for some people, that number is there, and he's And reached that's it. enough. Yeah, and that's enough. He doesn't need to go beyond that, and I'm happy for him. It's it's working for him, and that's what matters. Okay. So yeah, whatever people's needs are, Exactly. basically. So thank you very much for being here. We didn't touch too much in the English part about your experience in the French area. So you're Frenchman. Yep. And what is the things, I know you spent maybe 13 years in France. Well, and then back and forth. But the funny thing is, I'm much more French than I will ever be American. Oh, really? Yeah. So what do you bring from France to America? A different way of thinking. Yeah. Of looking at the way you design? maybe? Yeah, looking at the world, looking at, the focus of a website. It's not always about, selling. Sometimes it's much better for your business to actually provide information. Actually, often is. Okay. Because people get so tired these days of, receiving 50,000 emails and 50,000 minus 2 of them they're trying to sell you something. Okay. And you find that people actually will respond much more to a helpful information. And sure, indirectly you're selling, because now they remind themselves, oh yeah, that guy, or that company, or that that store. They sent me information. They sent me information. So the next time they're talking to their friend about whatever it is, They say, oh, that person is helpful. yeah, they're really helpful. They just sent me, oh, check out the newsletter I just received, and they pass it on. So it's a different type of selling. It's a more, I wouldn't go as far. It's more like friendship. Yeah, it's more about trying to help. Then And if something comes out of it that happens to be making you money, great, bonus. why not? But why not? Let's not turn Just down money. sell, not so. But Oh, just today selling. we have something at 30% off. Yes. That's too. I mean, I literally have unsubscribed in the last 6 months. I've unsubscribed myself from basically everything Oh. that is related to selling. No, what I do is I don't open the email. I just simply open maybe 3 email out of 100 every morning. Yeah, I don't. The even rest have I time. need to unsubscribe. Yeah, I just unsubscribe. I mean, I just don't even want it coming in.
Oh yeah. I got so many things going on with my different activities You don't have that time. I don't want to deal with it. Like, yeah. Yeah. You buy in a real store. I mean, I do buy online, but well, maybe it's a guy thing, but when I go buy something, I know what I want. So Ah. I don't, for the most part, like I will do research, Yeah. and then like, okay, it's down to these three things. Like, I just bought a bike. I went to 7 different stores, Yeah. Sports Basement, the usual And culprits. you cut it down to 3. And I cut it down to 3, and then I literally tested the bikes, Yeah. and then I kind of looked at what they were offering versus the amount of money versus how good How the long bike felt, Yeah. and I picked one, and I've been very happy. Love my And bike. you bought it online? Nope, bought it in a store Oh, you bought it in a store. on Okay. Oak Street. Okay, so you did it the traditional way. Well, semi-traditional. I did a lot of research online Okay. to see what was out there because that's even that world changes a lot. Okay. And in San Francisco, you can buy a bike for $150, and you can buy a bike for $7,000. It's crazy. Not in the same store. Actually, yeah, there's a couple of stores like that. in the They city. have a real big range Huge of range. prices. Yeah, but it doesn't mean that you need that $7,000 bike. You have to figure out what you need and what you want to use it for too. Oh. Just like a website, Oh, you may used not or brand need new. the gigantic monster of a website if you just need this. Ah, yeah, that's true. You gotta see the needs of the company. Yeah. And the company could grow, Sure. and then the website will grow. Exactly. And the platforms that are out today, when you build a website, they're not like locked in. You can add to it, expand, create. No, because right now I'm bilingual, and now if I want to go multilingual, then it's gonna expand a little bit, Sure. but still around the same idea. Yep. So, anyway, it was very interesting to talk to you. So what do you miss the most about France? Ugh, where do you start? The prices. No, The prices are lower than here. no, I wasn't thinking that. I was thinking more like the food. Ah, the food. Because even though San Francisco has, A lot of French restaurants. there's very few that are affordable and still great. Oh, That's a tough the combination. balance. There was one, and they had a fire, so they're rebuilding. But they're La Chapeau. no, I was located- thinking the one I was thinking of that burned down is Castagna. Oh, It has an Italian name, but it's French. I didn't know that. Yeah, and they had a kitchen fire, and So now they're rebuilding, they're rebuilding. They should be open soon. and that's in the mission. No, not at all. It is in the marina, actually. Okay, But I'll try it if they're gonna be good. yeah, they were great before. There's no reason why they shouldn't be great before after. Yeah. But yeah, there's so the food is definitely one thing. Thankfully, there are stores like Chez Berlu on Union that has a lot of French products. So when you need a fix, you can get your fix, which is nice. Hmm. But there are a couple of other places that you can find authentic things like Le Marais. There's a bakery in Marina called Le Marais, which has really good croissants, like Oh. awesome, better than tartine. No kidding. Yeah, That's good. and they're very good bread too. But I miss that type of thing. Like I remember visiting my parents when they lived in La Rochelle and being able to go out from And the go house to all the boulangeries. go to the boulangerie, and for $6 I had a week's worth of pastries. No kidding. Yeah, and for $6 here you have maybe 2 pastries. Oh. It's like completely different, and the quality is different. It tastes different, and the people are different too. I mean, there are definitely those aspects of American culture which are appealing, but there is More interaction maybe in France with people. it's okay. I know I'm in the U.S. and I shouldn't say this on TV, but less superficial. Oh, okay. You sit down in the cafe and talk for hours, for example. or Yeah, I just think in overall, like I have some phenomenal friends in the U.S., but I think overall the friendships are more superficial here. something. Okay. And, Because and it's a more fast-paced world. Maybe that's the reason. I mean, but I was on the East Coast and it was the same thing. So Fast-paced. yeah, no, I meant superficial. I mean, and also fast-paced. So I don't know. I don't know what exactly is the reasoning, the cause for it. It's just I've had this discussion with hundreds of people, and we've kind of all come to that similar conclusion. And of course, there are certain places that are particularly bad in that area, like Hollywood is already known for that in the U.S. Okay. But
but So you managed to still make a few American friends. oh, of course. I mean, when you live in a country, it's tough not to. But I would say that it's But you're lucky you have family here, like your sister yes, and your my nephews. parents, nephews. Yeah, it's just it's interesting. It's just it kind of for me it kind of feels like I belong nowhere. You know, I'm not really French anymore because I've been away for so long, and I'm never going to be American either, just because I'm That's too not your French. base. Right. That's not your base. So I kind of feel like a fish out of water a little bit. Yeah. Well, yeah, that's how we feel. We just feel like we took our roots out. We try to re-implant them somewhere, but we still not Exactly. deep-rooted. Yeah. It's like the roots are still floating somewhere. A little bit. Mm-hmm. So it was a pleasure to talk to you. I kind of relate to your feelings, and it's great that we were able to exchange a few similar feelings about American and France and all that. So thank you so much for being here. You're quite welcome. And I'm happy to find out that you are related to one of my previous guests, who was a wonderful person. Yes, she is. And I really admired her, and she's still a friend, I guess. Yeah. And so it was a good surprise to meet you today. So thank you so much for showing up. You're welcome.